Bonjour à tous, bonjour Madame la Présidente, Jean-Christophe, Carlos, Mesdames et Messieurs. Donc je suis Dominique Pialot, journaliste à la Tribune en charge des thématiques énergie, climat, ville intelligente et au-delà un peu tout ce qui est économie collaborative et nouveaux business models. Je suis ravie de vous accueillir pour un programme qui va nous occuper tout l'après-midi, qui est un programme riche et interdisciplinaire à l'image de ce qui a été décrit précédemment, où nous allons voir à la fois des artistes, des industriels, des représentants des villes, des start-up, où il va être beaucoup question évidemment de numérique, également d'écologie, beaucoup question des usages, du collaboratif, de l'agilité de la ville, mais aussi de pragmatisme avec beaucoup d'exemples concrets et de décentralisation des énergies, sans jeu de mots, mais il va en être pas mal question. J'appelle pour la première table ronde de l'après-midi, autour de la table, à me rejoindre pour parler de créativité urbaine, une nouvelle culture. Donc Francky Trichet, maire adjoint de Nantes, dont on a déjà pas mal entendu parler depuis le début de l'après-midi. Non, je n'ai pas dit ça. François Delarosière, qui est donc directeur fondateur de la compagnie La Machine. Vincent Marcaté, président de l'IRT Becom et du pôle de compétitivité Images et Réseaux. Et Gaëtan Bourdin, qui est le directeur de R38. Ben, je vous en prie, ne tombez pas, hein, ça m'a l'air d'être un peu au bord là. Et nous aurons par Skype, alors qu'il me pardonne s'il m'entend déjà, je ne suis pas sûre de la prononciation, Jorge Pérez Ramanillo, de Medellín, par Skype, qui va nous parler, je suppose, de ce qu'a évoqué précédemment Carlos Moreno et qui vient de s'achever dans la ville de Medellín avec une centaine de villes du monde entier. Donc je vais en premier lieu donner la parole à Francky Trichet qui va... Ah non, c'est pas ça. Je vous en prie. Je suis le spécialiste du numérique, vous savez. Donc la Smart City à la Nantaise, en fait, trop vite. On va trop vite. 3 métros d'avance, voilà. Donc nous vous écoutons alors. Merci beaucoup. En fait, avant de parler de la Smart City à la Nantaise, je pense que dans son prisme un peu créatif, j'ai envie de laisser parler un créateur. Et donc François Delarosière, qui est juste à mon côté, on a vraiment voulu qu'il vienne témoigner en fait de son esprit. Vous connaissez tous, c'est le papa de l'éléphant, de Longma, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup personnellement parce que j'aime son talent. J'aime son esprit, j'aime son humanité. Et je vais le laisser parler. Et je parlerai après, si je peux me permettre. Désolé pour le petit déroulé, mais en fait, on a décidé ça ce midi. Pas de problème. On chamboule tout au dernier moment. Donc, je commençais par une petite anecdote. C'était il y a à peu près 25 ans. J'étais au Beaux-Arts à Marseille et on essayait de fabriquer une machine. Et j'avais démonté d'une vieille 4L, ma voiture qui avait rendu l'âme, le moteur d'essuie-glace et la tringlerie d'essuie-glace avec les balais. Donc, c'est un ensemble mécanique avec un moteur. Et on était là, 3 ou 4 à discuter. Un ami avait emmené la batterie, de quoi connecter le moteur d'essuie-glace. Et on avait nos papiers. On devait construire une machine qui portait une caméra. Et l'un d'entre nous, sans nous prévenir, a branché le moteur d'essuie-glace qui était branché sur la petite vitesse. Et à ce moment-là, on était en train de parler et la machine s'est mise en mouvement. Très lentement, elle s'est déplacée sur la table, comme ça. Alors tout le monde s'est arrêté, on a été surpris. Ça se mettait à bouger et un petit peu à vivre. Et ensuite, il a changé de vitesse, il a mis la vitesse grande pluie. Donc à ce moment-là, la machine s'est énervée, elle est devenue presque violente, elle a mis au sol le carnet qui était là, tasse de café, etc. Elle est devenue presque violente. Ça a été un choc pour moi. Je me suis rendu compte qu'un assemblage d'objets inertes par le mouvement, en fait, pouvait provoquer de l'émotion et nous donner le sentiment qu'il était en vie. Mais depuis, je construis des machines, en fait. Alors, c'est plus avec des moteurs d'essuie-glace, c'est beaucoup plus gros, puisque ce sont des objets... Ah, je vais quand même enclencher Voilà. Des machines. Ce sont des objets de plus grande dimension, mais ce sont des objets qui, par leur mouvement, fabriquent et provoquent des émotions. Alors, le mouvement, qui est au cœur de la recherche que nous menons avec la compagnie La Machine, dont je suis directeur,
Nous avons 2 ateliers, un à Nantes, au cœur de l'île de Nantes, et un à Tournefeuille, dans l'agglomération toulousaine. Et demain, on va ouvrir un 3e établissement, probablement, si tout se passe bien, à Toulouse, au cœur d'un projet urbain en développement, qui est une ancienne piste aéronautique, la piste de l'aéropostale, d'où décollaient Mermoz et Saint-Exupéry pour aller emmener le courrier dans le monde entier. On développe un travail sur le mouvement dans l'espace public essentiellement, hein, à travers le théâtre, donc le théâtre des grands spectacles de rue, et très vite, au fil des années, le travail que nous faisions dans la rue, puisque nous partagions notre espace de création avec l'espace public, a fait de nous un petit peu des experts de la compréhension de la ville et des usages, puisque quand on joue dans la rue, il faut jouer sur un parking, il faut couper la route, il faut aller négocier avec ceux qui garent leur voiture, l'emplacement pour pouvoir s'exprimer, il faut aller voir les pouvoirs publics, et il faut écouter le rythme de la ville, à quelle heure les gens se lèvent pour aller au travail, pour préempter un public qui ne s'y attend pas, et emmener un théâtre là où il ne se joue pas normalement, puisque ça se fait souvent dans des lieux dédiés au théâtre. Et le travail de théâtre s'est transformé, a émergé sur l'accompagnement de projets urbains. C'est le cas notamment du projet de l'île de Nantes que nous menons au cœur de l'île, beaucoup d'entre vous le connaissent. On accompagne avec le projet de l'île de Nantes le développement du futur centre de l'agglomération nantaise, puisque cette île est entourée des 24 communes, je crois. Ouais, c'est ça, 24, que forme l'agglomération nantaise. Et c'est un projet au service du développement urbain. C'est-à-dire comment ce site qui accueillait les chantiers à l'époque, par exemple, parce qu'il y a d'autres lieux sur l'île, peut évoluer, comment la vie peut prendre plus rapidement, notamment grâce à la présence du Grand Éléphant, du Carrousel des Monts Marins, peut-être demain de l'Arbre Héron. Et on réfléchit à cette façon de fabriquer de la ville différente, c'est-à-dire créer au cœur de la ville des perturbations qui vont faire en sorte que le chemin que l'on fait pour aller du lieu de vie au lieu de consommation ou du lieu de consommation au lieu de travail soit un espace vivant, un espace que l'on peut s'approprier, un espace de création et créatif, et surtout un espace de rencontre. Pourquoi un espace de rencontre? Parce que quand on crée les conditions dans la ville, les conditions de la rencontre, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent, partagent une émotion commune, sont ensemble et ils vont échanger. Ils vont échanger des regards, des émotions, partager un moment, parce qu'il fait bon quand on est homme d'être ensemble. Hein. Promenez-vous dans une ville où vous ne croiserez pas une âme, imagine le désastre et l'horreur. Non, la ville, c'est le plaisir d'être ensemble. Et donc on crée des échanges émotionnels, mais aussi des échanges de denrées. On va acheter de la bière, un produit, faire un cadeau, et on crée de l'économie aussi. Et c'est comme ça que la vie dans la ville prend. Voilà, c'est vraiment le travail qu'on développe. Alors on le développe à Nantes, mais on le développe aussi à La Roche-sur-Yon. On a installé sur la place Napoléon, c'est une ville de 50 000 habitants, dans des bassins, lorsque la place a été rénovée, des animaux qui sont manipulés gratuitement par le public. L'enjeu était de rendre le centre-ville attractif, parce que le centre-ville se vidait, les magasins fermaient, l'habitat était peu occupé parce que les gros centres commerciaux préemptaient toute offre commerciale et empêchaient les gens d'aller dans le cœur de la ville. Et la ville n'était pas assez attractive pour attirer des flux. Et notamment préempter tous ceux qui vont à la plage sur toutes les côtes de Vendée l'été, mais qui ne passaient pas par La Roche-sur-Yon. Donc c'était comment faire basculer La Roche-sur-Yon et rendre le lieu attractif. Et si vous avez la chance d'y aller, c'est à 1 heure d'ici, vous verrez ce que j'appelle, faite par Alexandre Chemetov, la plus belle gare routière d'Europe, hein, je crois du monde, où les bus partagent la circulation piétonne en toute harmonie. Et il y a 2000 bus qui passent par jour, mais on les voit pas. Voilà, c'est assez extraordinaire parce que les gares routières, c'est quand même des sacrées verrues dans la ville et c'est assez horrible. Je vais vous montrer un petit film qui va vous faire rentrer dans notre atelier de Nantes. Cet atelier, il est particulier. Il est au cœur de l'agglomération sur l'île de Nantes et il a une grande porte qui fait 12 mètres de haut par 7 mètres de large, d'où sortent nos machines. Et quand nos machines sortent de l'atelier, elles se retrouvent sur l'espace public. On n'a pas de parking extérieur ni d'espace
extérieure. Et donc, lorsqu'on met au point une de nos machines, comme l'araignée géante que vous avez vu, que vous voyez là, accrochée à un immeuble près de la gare centrale de Liverpool, ou le cheval dragon que vous allez voir tout à l'heure, ben on sort sur l'espace public sans prévenir ni les médias ni les citoyens, et on croise ceux qui emmènent leurs enfants à l'école, qui se retrouvent nez à nez avec une araignée géante, des fois toute désossée et au test, ou complètement en répétition avec de la musique. Et c'est pour nous une façon, c'est-à-dire c'est voulu. On a voulu avoir un atelier au cœur de la ville pour que notre action, notre recherche sur le mouvement participe à faire de la ville vivante. On va rapidement mettre le petit film sur Longma, si c'est possible. Voilà. Et il n'est pas long, mais il vous permettra de comprendre. C'était les essais de Longma à Nantes, avant que Longma, le cheval dragon, parte en Chine. Le dragon, Longma, c'est ça, le dragon. Oui, c'est un cheval dragon qui est allé en Chine. Donc vous allez rentrer dans l'atelier. Voilà, et donc ce cheval dragon qui a été acheté par un riche chinois va accompagner un projet urbain en Chine, dans le sud de la Chine, et on est en train de former une équipe chinoise à la manipulation de cette machine qui va faire un petit peu ce que fait l'éléphant ici, mais il va s'inventer une histoire, un devenir en Chine, et on met en place les conditions pour que ce cheval dragon puisse traverser, traverser le temps et peut-être faire des petits en Chine. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser par rapport à... Non, mais c'est à vous, mais par rapport à cette... Enfin, j'en ai une pour vous d'ailleurs, mais qui est assez basique, mais c'est combien de temps ça prend entre le moment où vous avez l'idée là du dragon et puis la sortie qu'on voit dans les rues? Là, c'était un peu un record, on a fait tout en 8 mois. Mais normalement, il faut 1 an et demi à 2 ans pour construire une machine, surtout une machine qui doit accueillir du public à bord. C'est ce que j'appelle des machines de ville. Et vous l'avez conçu avec l'idée de l'exporter en Chine ou c'est venu dans un... C'était une commande en fait. C'était pas une commande, l'idée est née en Chine, c'était dans le cadre du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, il fallait faire un spectacle. Je comptais y emmener un minotaure et finalement ils ont préféré vouloir un cheval dragon, donc ça a été l'occasion de construire une nouvelle machine, ce qui est un cadeau pour nous. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a bien vu là en quoi les machines qui sont complètement emblématiques de Nantes, et ce depuis longtemps, je pense, créent, grâce à l'imaginaire et à la culture, du lien social dans la ville.
Moi, j'avais envie de vous poser une question, Francky Trichet, parce que si j'ai bien compris, vous êtes notamment en charge de tout ce qui est innovation et numérique. Quel est le lien finalement entre le numérique et ce genre de projet? Comment vous travaillez ensemble et comment ça s'intègre en fait dans Nantes Smart City, ce projet? Ce clin d'œil que je voulais vraiment offrir à tous les gens qui ne sont pas de Nantes, parce que les gens qui sont de Nantes connaissent effectivement, mais pas forcément l'arrière boutique des travaux. Ce clin d'œil, c'est vraiment pour montrer qu'à Nantes, et je pense que Carlos l'a bien souligné, l'innovation, avant d'être acte innovation, il y a d'abord l'acte de création. Et l'acte de création, il peut être artistique, il peut être création sur des grandes machines. Juste pour le petit clin d'œil, François, il est considéré comme le plus grand makers du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui organisent ce qu'on appelle la Maker Faire, qui est une grosse conférence sur effectivement tous les gens qui fabriquent un peu des choses différentes et différemment. Et voilà, c'était le petit clin d'œil, c'est juste pour dire qu'on accueille la Maker Faire aussi l'année prochaine en 2016 ici à Nantes, et s'ils sont venus, c'est juste parce qu'ils ont vu ces machines qui sont les plus grosses machines, pas forcément sur des processus reproductibles, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est pas de la 3D non plus, l'impression 3D. C'est pas de la 3D encore, même s'ils commencent à mettre un peu de numérique assisté. Je fais un petit clin d'œil aussi à Yves qui est dans la salle, qui s'est fait écraser le pied par le Longma, et qui connaissait d'ailleurs une histoire assez rigolote, qui connaissait Carlos, c'est un ancien étudiant de Carlos, comme quoi effectivement on peut avoir une thèse et finir à fabriquer des grosses machines à Nantes. Le lien sur la création, l'innovation, il est juste évident. Carlos l'a dit, la ville vivante, c'est la ville où on a des actes de création au quotidien, qui peut être des petits actes de création, je dirais sur des places publiques, sur des rencontres, et aussi des grandes créations qui vont à la taille XXL. Et nous, en fait, quand on démarche, quand on engage une démarche de Smart City à la nantaise, on veut mettre ce processus de création en action, cette innovation inclusive. Elle se doit d'être partout, par toutes et pour tous. Et en fait, cette démarche, la définition qu'on adopte sur la Smart City, c'est vraiment cette notion de fabrique du commun. Alors c'est une définition qu'on a posée et qui rejoint vraiment les propos de Carlos sur c'est pas la ville des intelligences, enfin c'est la ville des intelligences. La ville n'est pas intelligente en tant que telle, mais des intelligences mises en réseau pour fabriquer du commun, qui pour nous est effectivement une des énergies durables de la ville vivante de demain. Et lorsqu'on dit ça, on s'autorise vraiment des circuits d'expérimentation dans tous les quartiers. Je prends un exemple assez emblématique qui nourrit un peu la suite logique du Pool Palace, que vous connaissez pour certains, qui est un poulailler collaboratif qui a été expérimenté par un tissu associatif assez engagé et qui font des choses assez remarquables sur Nantes et sur lesquelles l'école du design avait même été un peu plus loin puisqu'ils ont imaginé ce poulailler urbain connecté. Et pour moi, il est assez symptomatique de c'est quoi effectivement la Smart City à la nantaise, où on remet l'humain au cœur des innovations technologiques. En deux mots, le poulailler urbain connecté, l'objectif c'est de mettre un poulailler urbain qui va être co-géré par un ensemble d'habitants à proximité, très urbain. Et ensuite, avec un dispositif numérique, on va avoir des capteurs qui vont pouvoir identifier s'il n'y a plus de graines, effectivement, donc des capteurs de pression, des capteurs que lorsque la poule pond un œuf, ça va y avoir un capteur de poids qui va alerter toute la communauté, qui vont être connectés en réseau pour dire là il y a un œuf, 2 œufs, 3 œufs, moi j'en garde 3 pour ce soir et je viens les chercher. L'idée c'est on crée des lieux pour créer du lien. Ça c'est un prétexte, l'innovation technologique qui marche. On fédère en fait une communauté autour de cette envie de faire vivre un poulailler urbain connecté. Et l'idée c'est qu'en fait les gens vont se rencontrer alors qu'ils ne seraient pas forcément rencontrés, à la fois de façon virtuelle dans sa communauté, je vais aller chercher mes œufs, et aussi on crée de la rencontre sur d'espaces publics. Et en fait, cette idée-là, elle est vraiment, cet exemple assez simpliste, mais ô combien révélateur. Je vois des gens d'école de design qui accompagnent effectivement cette démarche. Je trouve qu'il inspire bien, il montre bien ce qu'est effectivement la Smart City à la nantaise, cette ville vivante, où on veut de l'innovation partout et pour tous, c'est partout, et sur lesquels on s'appuie sur ces grands socles. Alors je ne vais pas tous vous les présenter, puisqu'en plus il y a plein de partenaires qui sont présents ici dans la salle, des partenaires sur des startups, des partenaires sur des grands groupes, qui vont en fait illustrer ces grands piliers, mais pour faire rapidement la ville facile, on le voit bien ici avec ce que Johanna a déjà évoqué sur différents points. Un point qui est important, c'est un modèle d'éducation ouverte de 3 à 103 ans. On tient beaucoup à ça, c'est-à-dire que la médiation sur la culture numérique, il faut qu'on arrive à prendre ce projet-là tous ensemble, tous les acteurs. L'accès au numérique, l'éducation numérique, ce n'est pas un monopole de l'éducation nationale, loin de là. Il faut qu'on arrive à mettre tous les acteurs qui, à un moment donné, sensibilisent à la transmission des connaissances du numérique et par le numérique, et qu'on fasse un projet collectif. D'où ce modèle d'open education de 3 à 103 ans, parce qu'on croit beaucoup au lien intergénérationnel. Et aussi, forcément, l'école de la seconde chance sur le numérique. La ville sobre, ça c'est un point très important. Johanna Ronan l'a déjà rappelé. On a quelques projets, Green Together, qui sont des projets
européen. On va en reparler tout à l'heure. Et puis, je sais qu'il y a plein d'acteurs ici présents sur les expérimentations LinkedIn, sur lesquelles Nantes, on est quand même assez en avance, puisqu'on a déjà 4000 compteurs qui sont installés et on aura 40 000 compteurs à l'échelle métropolitaine, ces fameux compteurs intelligents, qui, pour l'instant, ne donnent pas forcément grand-chose pour le citoyen, mais ici, à terme, vont pouvoir justement avoir vont permettre une prise de conscience, et puis surtout un système plus efficient auprès des gens pour faire ensemble cette transition écologique. La ville d'expérimentation, à Nantes, on a vraiment la culture de l'audace, de l'expérimentation sur des petits projets. On a tout un tas de labs qui fédèrent des user labs, des fab labs, des media labs, des change labs, et on croit à ça. Et on croit surtout à la mise en réseau de tous ces labs, façon Barcelone, me dirait Carlos, la ville des labs. Nous aussi à Nantes, alors forcément on n'a pas l'ambition ni même de pouvoir aller puisque effectivement on n'a pas non plus les forces, mais on a quand même une variété des labs qui sont peut-être à l'échelle européenne remarquées et remarquables. Et puis on a cette ville collaborative qui est quand même aussi dans l'ADN très fort de Nantes, puisque Carlos l'a rappelé, on a des espaces qui sont, alors que ce soit des AMAP, on est quand même dans une région plus fort taux d'AMAP, donc c'est quand même ancré ici à l'ouest dans la région et qui plus est à Nantes. On a des jardins partagés, on a de l'habitat partagé, on fait même de l'expertise d'usage très en amont sur des projets bâtiments sur l'île de Nantes, le projet e-Link. Donc on est vraiment sur cette logique. Et puis les composteurs partagés, effectivement, qui est une expérimentation qui va au-delà effectivement du simple compostage qui fait vraiment, qui crée du lieu pour créer du lien. Voilà cette notion, et puis je ne vous parle pas de la démarche Nantec et de l'attractivité sur lesquelles Mme Johanna l'a déjà rempli. Alors je ne peux pas tout vous présenter, l'idée c'était de vous donner effectivement cette impulsion pour dire que la création, l'innovation, c'est intimement lié, et on croit encore une fois à la force de l'humain, encore des dispositifs. Et dans les politiques publiques qu'on mène de façon transversale, on a ce souci de toujours se reposer au quotidien, se poser la question, pourquoi on le fait ? Pour les Nantaises et les Nantais, qu'est-ce que ça va leur apporter concrètement? Et ces postures-là, on les partage avec des tissus associatifs qui sont extrêmement actifs et engagés. Et on a la chance d'avoir ce petit bourg à Nantes, ce phénomène où des grands groupes, des start-upers, des associations, des politiques publiques travaillent ensemble. On se connaît à peu près tous. Il suffit de regarder la liste des invités ici. On voit qu'il y a vraiment cette diversité. C'est une force, on la revendique. Et puis encore merci au quotidien de nous donner cette énergie pour faire en sorte que jamais on peut se dire on a réussi à faire quelque chose qui aujourd'hui est suffisant. Merci beaucoup. Si la technique est prête, je crois qu'on va faire un grand saut géographique pour se propulser en direct de Medellín. Ça se passe en anglais, on est d'accord, Carlos? Comment on fait? Il faut parler par là-bas, il nous voit, on le voit. Hi, can you hear us? Yeah, hello, good morning. Hello. First of all, I have to tell you that unfortunately we don't have your slides. We can't project your slides, so you have to know that and tell us about it without slides. But we're very happy to be with you. And Carlos already told us about how Medellín was a very innovative smart city. And maybe you could tell us about the Cities for Life, the event has just finished, I think, gathering more than 100 cities from around the world. So what was it about, and how does Medellín, what do you do to be a smart city? In what sense would you say you're a smart city, and what does culture and this kind of big events play in a smart city? Okay, thank you. Thank you. I will try to express through this short dialogue some of the main ideas that defines the Medellín's process, which now has been recognized worldwide as a collective process which shows to everyone, to every city in the world, that even the world's crisis, the most critical moments, can be superated through a collective, participatory and democratic process. I represent a city that comes from the north of South America, close to 2 oceans. Medellín is in the middle of the Cordillera de los Andes mountains and 1,500 meters above the level of the sea. So it's a mountain city, which is in the middle of a very narrow, very thin valley with 10 municipalities inside and a metropolitan region
a very con-urbanized metropolitan region. Medellin is the capital of Departamento de Antioquia, which is similar to the states or the provinces in other countries. In Colombia, we call it departamentos. And we are the capital and the main city of that departamento. It's the second largest city of Colombia after Bogota. And it's well, traditionally known because of its crisis during the 19th decade, last decade. Medellin is a very powerful city in terms of its people. Its main quality, it's our people, because we have a very strong tradition of human development based upon education, participatory processes, associative work, and during the critical moments of the 90s, our city became working together into a very, very smart strategy, trying to create, through the collaboration of all the sectors, both not only the political and the public sector, but the private, the academic, and the social sectors, to create a shared long-term project that allowed us to transform our crisis into our opportunity. In the 90s, our crisis was not only about narco traffic, violence, and things like that. It was also a crisis about our economy, about the urbanization process that was very problematic because we had more than half of our people living in difficult conditions. Most of our city growth was based upon informal settlements through the 50s, 60s, and 17 decades. And through this process of collaborative work, our city used social planning and general planning procedures and methodologies to create, as I have said before, a shared vision, a long-term vision about the city that I call a city project. So Medellin, it's that. It's a city that has been able to transform its crisis into its own opportunity with resilient and participatory processes. So we have used all that discussion to create a process that has been the transformation of a community of dwellers into a community of citizens, because Latin American cities are very different to European ones. You have a strong history, a strong tradition of urbanization, but our cities are very young. So Medellin, from the 50s until now, has multiplied for almost 8 times its population. So you can imagine how complex it is to react from planning and from public management to urban growth like this. So now we are a city that defines, as our mayor has shared to the world, Aníbal Gaviria has shared to the world, the idea of cities for life as an idea that represents that if 50% of the population of the world now lives in cities, and in next years it will become 75%, let's say that in Colombia, 78% of our population already lives in cities. So our mayor says cities are the places for life. So the only way to create a better world and to promote life in this world will be through good urbanization processes. So building livable cities. And that's smart cities for us. Developing cities for equity and cities for life, it's the only way we can create smart cities for the future. Humanizing and bringing the cities to everyone, access to the cities to everyone. So transparency, nonviolence, resilience, participatory processes, solidarity, walking about our identity, and using innovation as a way to recreating the cities will be definitely very important in the next years. So Medellin means the creation, as I have said, of a shared project, but also the creation of public life. Because one of the things that we had to separate was that through violence and through inequity and conflicted life,
we lost the city for all. So we have conquered again public space and public life for the citizens through participatory process, but also through planning, urban and architectural projects that has been a tool, a way to create new spaces, new facilities, and new opportunities to live for everyone. And the main thing is that we have been clear in recent decades that only through equity, inclusive planning, and inclusive management of the city, it's possible to create a life for all. So cities for life means that. So we keep on working in that, using new projects, new planning procedures, and new projects like the famous metro cable or transportation system, but also transforming our river, a traditional, very worse river, into a sustainable one, bringing new public spaces and new public life for everyone as a way to transform the city. So our future is like that. We have a long-term planning process, a long-term democratic processes. Our democracy has become so strong. So our challenge and our illusion is that for the future, using smart thinking and using smart tools through participatory processes, we will keep on being a viable city. So to conclude this intervention, let's say that we have learned a lot from our crisis, and we have learned also that cooperation, knowledge, interchange of ideas is the best way to keep on going ahead. So Cities for Life was a marvelous meeting that we have developed 2 weeks ago with a strong support from Carlos Moreno, of course. And we have the idea to share this to the world. And we are lucky and very happy that Madame Anne Hidalgo from Paris, the mayor of Paris, has accepted to host the next City for Life meeting next year in Paris. So Medellin is it's a very livable city, a very vital city that keeps on working and keeps on sharing ideas with the world, to learn from others and to share our results and our knowledge with the rest of the world. So I'm very glad to be here, and thank you. I hope this presentation without images has been enough for this important meeting in Nantes. Thank you so much. Thank you very much to you. Thank you. Very interesting. Now I have to switch to French, I think, for a while. Donc, bon, j'espère que vous avez dans l'ensemble suivi cette intervention très intéressante qui montre bien que le sujet de la ville, de la Smart City, n'est pas un sujet de pays développés et urbanisés de longue date, pas seulement, mais bien au-delà, évidemment, un sujet d'avenir et des marchés d'avenir dans les pays émergents et dans les pays qui n'ont pas une histoire d'urbanisation aussi ancienne que la nôtre. Mais au-delà des différences vraiment criantes entre des villes comme Nantes et Medellín, on voit bien que reviennent quand même les mêmes recettes qui sont l'associatif, le collaboratif, une vision de long terme, quelque chose d'hybride entre le privé, l'académique et le social, quelque chose d'inclusif où il est beaucoup, on a un grand souci de l'égalité, une importance également donnée à ce qui est accès à la connaissance. Et donc, je ne sais pas si vous avez noté, mais donc le prochain événement sera à Paris. Donc cette fois-ci, ce sera à vous, Nantais, de venir nous voir. Donc, je vais maintenant, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc je suis obligée de presser un peu. Je vais peut-être passer la parole à, excusez-moi, à Monsieur Marcaté, oui. Et on finira ensuite par de nouveau quelque chose de très local, en tout cas local, peut-être pas seulement, mais c'est ce qui se passe ici. Bah, ça se passe ici, si j'ai bien compris. Je suis local. Oui, vous aussi.
mais un peu moins quand même. Hein. Et donc, Vincent Marcaté, alors vous êtes président de l'IRT Becom et du pôle de compétitivité images et réseaux. Vous allez nous expliquer rapidement que sont ces entités et surtout qu'est-ce que vous faites en liaison avec, enfin vous et les adhérents, les membres de ces organismes, en lien avec les problématiques que nous venons d'évoquer. Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je voudrais juste commencer par une citation qui enfonce encore un peu plus le clou de notre journée aujourd'hui. C'est une personne a priori relativement intelligente, un certain Albert Einstein, qui a dit un jour que l'imagination, c'est plus important que le savoir. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit tous nous guider. L'imagination, c'est plus important que le savoir. Donc le pôle Images et Réseaux, eh bien, on fête les 10 ans du pôle la semaine prochaine à Nantes, au lieu unique. Donc vous voyez, on est totalement local de l'étape. Et le pôle, il a 10 ans. Et le pôle, en fait, son ADN, c'est quoi? C'est l'intelligence collective. C'est comment faire en sorte de faire travailler ensemble des grands groupes, des laboratoires académiques, des startups, des PME. Et c'est vrai que quand on a commencé il y a 10 ans, c'est quelque chose qui n'était pas totalement naturel, qui n'était pas aussi rentré dans les esprits que ça l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le frottement créatif, la friction créative, c'est quelque chose qu'on pratique tous intensément et on s'en réjouit, mais il y a quelques années, ce n'était pas aussi simple que ça. Donc le pôle Images et Réseaux, au bout de 10 ans, il y a eu 800 millions d'euros de projets de R&D qui ont été montés sur tout le territoire du Grand Ouest. Donc on a énormément d'adhérents à Nantes, il y a 260 adhérents en tout, 80% de PME. Et notre mission à nous, c'est vraiment faire en sorte que ces acteurs, start-up, PME, labos académiques, grands groupes, travaillent ensemble, innovent ensemble, créent des start-up ensemble, fassent des croissances à 2 chiffres ensemble, aillent chasser en meute à l'international ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort, on est plus innovant, on est plus imaginatif, pour revenir là-dessus. Images et Réseaux, à la base, on s'est créé sur la base de domaines donc, stratégiques, très technologiques, les réseaux, la sécurité, le logiciel, les nouvelles interactions. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, là, on fait beaucoup de techno, c'est bien la techno, il en faut. Et si on avait un peu de temps, je vous aurais raconté aussi quelques histoires pour stimuler votre créativité pour plus tard, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais on s'est dit, il faut aussi qu'on inverse le modèle. Et donc, on a créé un nouveau domaine qu'on a appelé l'utilisateur producteur collaboratif. Ça, c'est inscrit dans notre feuille de route, dans notre stratégie. Et c'est quelque chose qu'on a co-construit, parce qu'on adore co-construire, avec Valérie Peugeot, qui est sociologue et qui est notamment membre du Conseil national du numérique. Donc c'est quelqu'un là aussi qui a un vrai savoir-faire. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, à part faire une belle fête la semaine prochaine pour fêter nos 10 ans. D'ailleurs, à ce sujet, on va rendre public les résultats d'une enquête exclusive qu'on a commandée sur les Français et l'innovation numérique. Et ça, évidemment, alors on n'est pas tous des geeks zombies, Carlos, mais c'est vrai qu'on est quand même un peu geek sur les bords. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment les Français, monsieur et madame tout le monde, réagissent par rapport à l'innovation numérique. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Voilà. Donc ceux qui sont là la semaine prochaine, ou même ceux qui ne sont pas là et qui veulent venir, n'hésitez pas à venir aux 10 ans du pôle. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait à Nantes en ce moment? Alors, au niveau du Grand Ouest, on est sur un grand programme qui s'appelle SMILE, Smart Ideas to Link Energies. Donc voilà, c'est les énergies évidemment électriques, télécoms, les énergies de nos esprits qu'on réunit. Et c'est vraiment un très très grand programme donc de Smart Grids avec les régions Pays de la Loire et Bretagne, et avec Nantes Métropole et Rennes Métropole notamment. Donc c'est un programme de 220 millions d'euros, donc c'est pas rien, il y a 18 projets, 85 industriels, et c'est un appel à projet qui a été lancé au niveau de l'État, et là on a contribué très fortement avec nos membres, avec notre énergie justement à faire en sorte que ce dossier soit fort, sachant qu'au niveau de Nantes Métropole notamment, il y a des projets en lien avec les lampadaires intelligents, en lien avec les bornes de recharge électriques pour les véhicules et la communication entre les véhicules et ces bornes, et puis également en lien avec l'effacement électrique au niveau donc compteur électrique. Et puis on a aussi
avec notre partenaire Atlampôle, qui est notre représentant local à Nantes pour Imager Réseau, une action on parlait tout à l'heure d'open data, de big data, des données de la ville. Donc là, il y a un laboratoire Data Lab. Et dans cette idée d'innovation ascendante, on a lancé un appel à projet Digital for Life qui permet à chacun de s'exprimer sur quels sont les services qui font sens, qui sont pertinents dans un contexte de santé pour mettre en avant justement les données, des données sur la santé. Donc voilà, donc ça c'est quelques exemples. Là on va lancer un appel à projet dédié aux PME. Donc là c'est aussi dédié aux PME et aux startups. Donc là c'est aussi un appel pour les startups et les PME. On est là pour les aider. On travaille avec évidemment Nantech pour voilà, que tout ça avance dans le bon sens. On est aussi le correspondant, l'animateur local pour le Grand Ouest du Pass French Tech, qui est quelque chose qui a été mis en place dans le cadre des métropoles French Tech pour booster encore plus les startups en hypercroissance. Donc là, avant-hier, à Paris, Axel Lemaire remettait les diplômes aux 48 startups en hypercroissance. Et c'est évidemment un très très beau moyen pour les startups des territoires d'être connus, reconnus, d'être dans la vitrine et d'être encore plus boostés et d'avoir accès à des financements, des clients. Et voilà, donc c'est vraiment une très 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 belle dynamique. Et puis, ça, on en a largement parlé, hein, il y a aussi évidemment des applications comme Nantes dans ma poche qui sont de très très beaux succès. Et là aussi, le fait que des startups puissent contribuer et mettre en place de nouveaux services, ça va aussi dans le sens de cette innovation ascendante qui est fondamentale. Et puis peut-être pour terminer, vous dire, pour revenir sur cette notion d'imaginaire, je fais un peu de pub pour quelque chose, des travaux qui ont été menés un peu en marge du pôle, mais dans le cadre d'une chaire qui s'appelle modélisation des imaginaires, donc dans laquelle on trouve des grands groupes. On a dit tout à l'heure que modélisation, c'était un mot ONI. Oui, alors, mais justement, c'est le paradoxe, c'est de parler d'imaginaire et de modélisation. Effectivement, c'est pour ne pas dire oxymore. Pour ne pas dire un oxymore, mais c'est justement ça qui fait que je veux attiser votre curiosité, parce qu'on s'est aperçu que justement on arrivait à vraiment bien, avec une petite méthode qui s'appelle CREA, sur le climat émotionnel, les rites, les actions et l'imaginaire, à bien comprendre ce qu'était justement un objet, un organe vivant. Et on a beaucoup travaillé sur la ville et comment les utilisateurs, les citoyens se représentent la ville. Parce que voilà, si on prend Blade Runner, la ville, ça peut être quelque chose d'un peu désagréable. Et c'est vraiment important, je pense, de travailler sur les imaginaires des citoyens, des concepteurs, des créatifs, pour ne pas se tromper. Parce que l'imaginaire, ça rejoint l'émotion. Et on voit bien aussi, et ça, on est en train d'incorporer cette méthode CREA dans une autre méthode qui s'appelle conception centrée utilisateur, qui est aussi quelque chose qui est totalement incontournable. Si aujourd'hui et demain, on veut créer des services, des solutions, des produits qui sont adaptés, qui sont appréciés, qui servent les gens, qui servent les humains, qui servent les citoyens, il faut vraiment qu'on les mette au cœur de la réflexion. Et la prise en compte de leur imaginaire est totalement indispensable si on ne veut pas se louper. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de questions de collaboratif, d'interdisciplinarité et des usages et du citoyen ou du citadin au centre de tout cela. Et je pense que ça vous parle complètement puisque vous allez nous expliquer ce que vous faites. Donc, je crois, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se parler avant maintenant, que vous êtes le fondateur de quelque chose qui s'appelle Laboratoire des badauds associés, qui remonte à plusieurs années, et que vous avez plus récemment créé R38, qui est une espèce, vous allez nous décrire quoi, j'ai compris, une sorte de friche industrielle, de lieu de créativité sur 7000 m² dans l'île de Nantes, et au sein de laquelle justement il est beaucoup question de ce dont vient de parler M. Marcatet, de l'appropriation par les citoyens et les citadins des nouveaux outils et des nouveaux usages, aussi bien autour de la ville intelligente, les smart grids, l'énergie, etc. Mais je vous laisse expliquer. Oui, d'ailleurs, pour faire le raccord avec ce qui a été dit précédemment, on sort du bain nantais d'une certaine façon, même si on ne vient pas de Nantes à l'origine, mais de ce bain créatif des années 80-90, où les arts de la rue étaient très présents. On utilisait les friches urbaines ici à Nantes pour remettre en perspective la ville, pour la réinventer. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la créativité, puisque le thème de cet atelier, c'est ville créative, c'est souvent le fruit d'un accident.
c'est rarement prévu, c'est rarement prévisible. C'est souvent une situation accidentelle, un acte de résilience finalement, la créativité. Un peu comme à Medellín. Voilà, c'est ça. Moins dramatique à Nantes. Et ça, c'est une vraie question dans l'organisation de la ville. Est-ce qu'on peut prévoir la créativité d'une ville? Est-ce qu'on peut l'organiser? Est-ce qu'on peut la susciter? Ou est-ce que ça doit échapper inévitablement? Donc, c'est ce qui a été expliqué par Francky Trichet tout à l'heure, ce rapport des fois ambivalent nécessaire entre l'organisation politique et puis le fait qu'il faut que les choses surgissent. Et de la même façon avec le pôle image et réseau, la fonction des imaginaires qui est notre terrain de jeu principal, pour resituer ce qu'est ce laboratoire des badauds associés, est né il y a 20 ans dans les organisations non gouvernementales internationales. À l'époque, on ne parlait pas encore de développement durable, on parlait de développement à moyen et long terme. Et la caractéristique de notre espace de création était une ONG internationale qui était un secrétariat international représentant des organisations du Sud. C'est-à-dire on n'était pas une ONG Nord au sens classique. Et ce qui nous a amené une espèce de déformation du regard. Et puis la deuxième caractéristique de cette ONG, c'est qu'elle était déjà un lieu de rencontre entre des mouvements humanistes engagés et puis l'industrie. Plutôt l'industrie aérienne, notamment ce genre d'acteurs. Et donc on est né plutôt au démarrage comme une structure de diagnostic et d'analyse des processus de développement territoriaux et la façon dont les habitants, dont les acteurs d'un territoire s'appropriaient ces processus de développement pour les faire réussir ou les bloquer. Donc notre métier s'appelle l'intelligence collective territoriale. Notre spécificité dans notre intervention, c'est qu'on cherche ou on s'intéresse, alors on appelle ça en domaine un peu intellectuel de la recherche-action situationnelle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à faire émerger de la connaissance en transformant une réalité réelle dans une situation donnée. C'est-à-dire pas en labo, mais dans une situation, dans un territoire, lié à une problématique donnée. On va déclencher un processus de recherche-action. Excusez-moi, vous pourriez citer un exemple concret ? Ou c'est trop Alors, je vais vous en donner un très concret juste après et qui regarde exactement notre sujet, qui est une sorte de... Alors, on est en train d'en discuter avec quelques-uns en ce moment, qui était un dada qu'on a en tête depuis un moment. On aimerait bien faire une espèce de fête foraine, de bonimenteurs de la Smart City, qui viennent proposer à des habitants des solutions miraculeuses. Parce que d'ailleurs, et pour juste comme une blague, ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est que ce n'est que formidable la Smart City en fait, hein, c'est que exceptionnel. Alors nous on serait très intéressés pour la mettre en abîme cette idée-là et en disant tiens si on faisait une fête foraine et qu'on transformait les gens très sérieux qui font de l'innovation en attraction, en bonimenteurs, nous expliquant qu'ils ont la solution pour notre avenir, qu'ils sont notre horizon et qu'ils vont nous régler notre problème. Donc voilà, donc ça c'est une idée collaborative au sens de dire tiens si on participait ensemble, gens de la recherche, de l'industrie, des startups, du monde associatif, la question qu'on pose en arrière-plan c'est la question de la gouvernance. En fait, c'est pas tant la question de l'innovation en tant que telle qui nous intéresse. La question est comment on décide ensemble ça. C'est-à-dire comment on décide, comment on constitue notre société. Est-ce que c'est l'élan économique qui va le constituer, c'est-à-dire il y a une niche économique potentielle, donc on s'y engouffre et on développe ce produit-là, ou on considère que ça a une influence sur notre façon de vivre, et on peut au préalable se poser la question. Moi, sur les enjeux de la Smart City, alors je suis passé très vite sur la présentation de la LBR, mais c'est très bien, sur la question de la Smart City, une des interrogations que j'ai, c'est la vitesse. C'est-à-dire cette impression comme ça, c'est pour ça que la fête foraine m'amuse beaucoup, on s'engage sur des choses qui sont des solutions, mais on n'a aucune idée de l'impact à terme que ça va avoir. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, on nous explique que il faut qu'on soit développement durable, donc c'est sérieux, développement durable, bon, on a prévu un équilibre, on a des zones de mesure, mais on ne sait pas bien en fait où on va. L'exemple du capteur. Alors le capteur, il serait là pour que je puisse mieux gérer mon énergie, donc être bien en termes de développement durable. Mais le capteur est excessivement polluant. C'est pas évident. Donc on s'embarque dans des voies comme ça avec une vitesse qui nous entraîne. C'est-à-dire que la vitesse entraîne la vitesse au fur et à mesure. Il faut aller vite, hein, par principe, parce qu'il faut capter des marchés, il faut réguler des éléments. Alors nous, on se pose la question de cet enjeu de la gouvernance. Après tout, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a ce que une communauté territoriale est en mesure de décider. C'est-à-dire quels sont les rouages qui permettent d'activer une décision locale qui peut être différente du local d'à côté. Tout à l'heure, Carlos disait, on arrive peut-être au pouvoir des régions, au pouvoir des maires, il y a une chose différente. Donc ça veut dire qu'on s'inscrit bien dans des communautés locales. Mais comment on fait communauté au bout du compte? Est-ce qu'on fait parallèle dans la communauté où on peut vraiment se croiser et prendre des décisions communes qui engagent notre avenir?
Donc ça, c'est notre travail à nous. Donc dans le paysage des Living Labs dont parlait Francky Trichet tout à l'heure, nous, on est celui qui arrive par la question de la gouvernance, de l'impact de la responsabilité. La technologie, bien évidemment qu'on s'y intéresse parce qu'elle fait partie de cet élément-là, mais on se pose la question, nous, sur notre façon de vivre, sur l'impact sur la vie. Par exemple, les questions de sécurité. Dans la Smart City, il y a un enjeu de la ville connectée et la ville qui laisse des traces, qui laisse des empreintes, donc on peut en travailler en termes de sécurité. Mais qui gère ces données-là? La grande question qu'on aborde avec des industriels, parce que moi je suis pas un militant, hein, c'est pas mon job d'être militant, moi j'interroge, je pose des questions, et puis l'idée c'est de se poser des questions ensemble et de créer une culture. Le sujet est culture urbaine, hein, dans quelle mesure cette culture participe de la capacité à faire communauté, participe à créer de la gouvernance locale et pas simplement de l'attractivité et du bon, faut y aller, pourquoi on ne sait pas, mais faut y aller. Bon, ok. Mais donc on a un impact comme ça dans la durée qu'il va falloir créer parce que l'investissement colossal industriel actuel va-t-il se confronter à des résistances sociales très fortes, groupusculaires, parce qu'on peut aller de la communauté au groupuscule. Hein, on a bien vu des ruptures sociétales sur des enjeux d'aménagement territorial qui avaient donné lieu à des ruptures violentes. Donc on n'est pas dans l'anecdotique là-dessus, on est dans des éléments sur la question de la sécurité, on est dans une question culturelle d'abord. Qu'est-ce qui est, et pas d'acceptabilité, hein, d'appropriation. Qu'est-ce qu'on est prêt est-ce que Songo, il y avait un reportage très intéressant sur la ville de Songo, où une dame était interviewée, disait « Moi je suis prêt à concéder ma liberté au profit de ma sécurité ». Ça, je trouve que c'est une vraie question. Bah, tant mieux pour elle, parce qu'à Songo, je pense que c'est parti pour être un peu ça quand même. Donc, bon, je suis désolée, je dois vous interrompre. Merci, c'était vraiment très intéressant.